La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 7 janvier 2024. Donc voici les titres. Après la condamnation de ces gardes du corps par le tribunal de grande instance de Saint-Louis, Barthélémy Diaz fait porter le chapeau à Ousmane Sonko qui, selon lui, a utilisé la justice pour faire condamner ces hommes. En conférence de presse, l'ex-maire de Dakar a par ailleurs dénoncé une mauvaise gestion de l'organisation des JOJ par le nouveau régime. Vous suivrez les propos de l'ex-maire de Dakar dans ce journal. Sécurité pour Nguerhor, c'est ce que réclament les habitants après une succession de cas d'agression et de vols enregistrés dans cette commune de Bourg. Ces derniers ont tenu une marche pacifique ce dimanche pour appeler les autorités à la rescousse. Vous les suivrez en brassard rouge dans cette édition. Le 13 mars prochain est la date fixée pour l'application de la décision relative à l'immatriculation de certaines catégories de motos. Les conducteurs de Moto Jakarta jugent le délai court, tandis que le ministre des Transports semble intransigeant. Selon Yankoba Djemé, aucune dérogation ne sera accordée. Des positions divergentes qui vous seront proposées dans ce journal et ce sera juste après ceci. Rendez-vous. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition que nous démarrons avec la conférence de presse de Barthélémy Diaz. L'ancien maire de Dakar s'est exprimé notamment sur les préparatifs des JOJ Dakar 2026. Selon lui, il dénonce plutôt l'attitude du nouveau régime. Face à la presse donc ce mardi, Barthélémy Diaz déclare que le nouveau régime souhaite écarter la ville de Dakar de l'organisation ou plutôt des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 à Dakar. Sur l'arrestation, à propos plutôt de l'arrestation de ces éléments lors des législatives dont certains ont été condamnés cette semaine, donc hier lundi, Barthélémy Diaz parle de prise d'otages. Suivant ses propos au micro de notre reporter présent à sa conférence de presse. La seule chose que j'ai eu à dire, et je réitère mes propos, Dakar accueille des Jeux Olympiques après avoir candidaté pour ces Jeux Olympiques. Dakar a le droit de demander où se trouve l'héritage de Dakar. Je vous demande si oui ou non vous avez 80 milliards pour organiser ces Jeux. Je rappelle que dans l'organisation de ces Jeux, l'État du Sénégal mettra de l'argent sur la table. Je rappelle aussi que la ville de Dakar mettra de l'argent sur la table. Et ils le savent très bien. Combien d'argent ont-ils obtenu? Parce qu'eux ne mettent pas d'argent sur la table. C'est l'argent du CEO. Je leur demande seulement de dire aux Sénégalais, est-ce qu'ils confirment que sur 80 milliards de budget, est-ce qu'ils confirment qu'ils ont à peu près 20 milliards de restauration et de billets d'avion? C'est oui ou non? Sur le deuxième point, avec votre permission, c'est sur ce que j'appelle la prise d'otage qui s'est faite à Thiès, où 83 personnes sont retrouvées en prison et l'un d'entre ces personnes y a perdu la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu arrêter Barthélémy Diaz parce que Barthélémy Diaz dérangeait durant la campagne. Je voudrais dire à l'endroit des familles de ces otages que nous leur présentons vraiment toute notre compassion et que nous sommes avec eux dans ces moments. Aujourd'hui, ils ont libéré une 50aine de personnes. Il reste un peu moins d'une 30aine de personnes actuellement en prison. D'ici le mois de février, il en restera à peu près moins d'une demi-douzaine. Mais même s'il reste une seule personne en prison, c'est totalement anormal. On me parle d'une vidéo que je n'ai jamais vue. Parce que les connaissances, s'il y avait une vidéo, elle aurait circulé sur les réseaux sociaux. Une vidéo que personne n'a vue. Il n'y a eu aucune violence qui mérite tout cela à Saint-Louis. Aucune.
Nous restons toujours avec Barthélémy Diaz, mais cette fois-ci pour parler de son avenir politique. Après avoir échoué lors des dernières législatives, il risque de perdre son poids électoral. Néanmoins, il faut admettre qu'il est encore jeune et pourrait se relever. C'est du moins l'avis du journaliste et analyste politique Hassan Samb. Il s'est exprimé au téléphone de Abdoulaye Dieye. L'avenir de Barthélémy Diaz s'assombrit du point de vue politique depuis quelque temps parce qu'il aura perdu tous ses mandats de député, de maire. Mais je reste convaincu que c'est juste une mauvaise passe. Ce n'est pas parce que les gens perdent des combats qu'ils perdent la guerre. Il est jeune. Il a de l'ambition, il est intelligent, il est bien instruit, il a de l'expérience. Ce sont des atouts majeurs en politique. Il peut traverser des moments difficiles du fait de la montée en puissance de Pastef qui a le vent en poupe, mais ça n'est pas forcément la fin de sa carrière politique. Il a encore des cartes à jouer, notamment au sein de Taxawu, où, comme vous le savez, le leader Khalifa Sall peut être rattrapé par la limite d'âge, notamment pour ce qui est des futures élections présidentielles. Et Barth, je pense que c'est une alternative assez intéressante. Maintenant, bon, en interne, ils vont réfléchir et voir un peu l'option. Mais s'ils ne font pas attention, Barth pourrait même faire cavalier seul. Hein? Donc, essayer de jouer sa carte. Donc, véritablement, je ne pense pas que Barth baisse les armes, que c'est fini pour lui, c'est pas ça. Je pense qu'il a encore une carte à jouer. À présent, direction Nguékokh où la population a tenu une marche pacifique pour réclamer plus de sécurité. Cette décision donc s'explique par la recrudescence des cas d'agression et de viol enregistrés dans cette zone du département de Mbour. La population de Nguékokh donc a tiré la sonnette d'alarme et demande aux autorités de leur faire sortir de cette situation. Suivons Hassan Sen, porte-parole des habitants de Nguékokh au micro de nos correspondants Astou Sow et Ousmane Biteye. Moi, nous constatons une insécurité incessante et exponentielle qui gangrène notre communauté. Une communauté violentée, une communauté agressée, une communauté persécutée, non seulement dans les rues, mais aussi dans les maisons et même dans les chambres. Ce qui veut dire qu'ici à Nguékokh, les voleurs entrent dans nos maisons, les voleurs entrent même dans nos chambres pour nous agresser. Cela doit cesser. Et sur ce, nous demanderons aux autorités étatiques de procéder à la finition et à l'ouverture immédiate du nouveau poste de police qui est ici à Nguékokh. À cela va s'ajouter un éclairage défaillant, mais aussi insuffisant, qui joue en faveur de ces agresseurs. Il faut savoir que Nguékokh est sombre comme une tombe. Ici, à Nguékokh, personne n'ose plus entreprendre dans ce qu'on appelle l'élevage. Nous avons tous peur, nous avons une communauté abeurée, meurtrie, terrorisée et une communauté qui couche sur des violences, qui couche sur une agression qui est atroce. Le ministre Yankoba Djemé a fait une sortie pour clarifier les mesures relatives à l'immatriculation des motos en circulation qui entreront en vigueur à partir du 13 mars prochain. Il a souligné l'importance de la réglementation tout en précisant qu'aucune dérogation ne sera accordée aux propriétaires des 2 roues après cette date limite. Ces propos ont été recueillis par Mansour Djassé. Parce que nous sommes habitués au Sénégal à prendre des mesures, des délais, et chacun est presque sûr, et je ne sais par quoi, que dans tous les cas, à la fin, il y aura dérogation. Nous avons donné suffisamment de temps, 3 mois, ça nous paraît suffisant, et la dérogation permet aujourd'hui de ne pas surprendre à chaque utilisateur, et de ne pas aussi donner beaucoup de prétextes à chaque utilisateur qui voudrait aujourd'hui se faire enlever, pour permettre à chacun de jouir de ce métier-là, mais également aux forces de l'ordre de faire le travail nécessaire de sécurisation. Oui, les moyens de cette politique sont mis en place. Aujourd'hui, dès demain, au niveau du service des mines, démarrera le travail.
Nous avons suffisamment préparé, si vous vous rendez compte, la circulaire du Premier ministre a été prise depuis le 13 décembre 2024. Nous avons pris suffisamment de mesures et nous sommes allés au-delà. Parce que dans les régions, oui, ça va démarrer au niveau de chaque chef-lieu de région, mais nous savons que les régions, il y en a qui sont très vastes, presque toutes, et chaque région comprend au moins 3 départements. Le but du jeu, c'est de pouvoir permettre, à travers une commission ad hoc, de pouvoir permettre le déplacement des équipes qui doivent faire le tour dans chaque région avec un planning qui sera communiqué. Mais le démarrage va se faire dans chaque chef-lieu de région. Tous ceux qui sont détenteurs de motos sont invités à accepter de faire la formalité. Après ces précisions du ministre du Transport, nous avons donné la parole aux conducteurs de moto Jakarta qui ne sont pas contre ces dispositions, mais demandent plutôt le prolongement de ces délais qui, selon eux, leur semblent très courts. Suivons-les dans ce reportage signé Mam Awassal et Boubacar Diagne. Social. Et cela revêt un caractère au-delà de la solennité, au-delà de l'émotion qui entoure cette activité. C'est la reconnaissance. Toutes nos excuses pour cet élément, je vous le disais tantôt. Donc, après la sortie du ministre des Transports, Yankoba Diémé, sur le délai pour la réglementation relative à l'immatriculation des motos, les conducteurs de moto Jakarta se sont également exprimés. Ils magnifient une telle mesure, mais demandent la prolongation de ce délai qui, à leur avis, est très court. Suivons-les dans un reportage signé Mam Awa Assal et Boubacar Diagne. L'entrée en vigueur de la mesure concernant les motos tchak-tchak a suscité une polémique chez certains Jakartaman. La majeure partie d'entre eux fustigent les démarches entreprises par les autorités. Nous sommes là aujourd'hui pour régler nos papiers concernant les mutations des motos, mais les démarches sont compliquées. Même prendre un rendez-vous, c'est tout un problème. Et aussi, on nous demande des photocopies, cartes d'identité légalisées et des CMC. Et remise aux ayants droit, ce vieux semble bien comprendre les étapes d'immatriculation. Pour venir ici, il faut d'abord appeler sur le numéro serveur, ensuite amener les photocopies d'identité. On va aussi te poser des questions sur le CMC. Après, on va te donner un rendez-vous. Tu vas seulement acheter la plaque qui coûte 28 000 francs. Après le traitement, le document va être transmis aux impôts et domaines pour le cachet. 28 000. Ce jeune Jakartaman qui a déjà reçu ses papiers demande aux autorités de leur faciliter davantage la tâche. J'ai reçu ma plaque aujourd'hui. C'était pas du tout facile. Il faut aussi que les autorités nous viennent en aide, car les procédures sont un peu compliquées. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a donné un délai de 3 mois pour les conducteurs de moto, communément appelés tchak-tchak, puissent s'immatriculer dans toute l'étendue du territoire national. Une décision controversée chez certains Jakartaman, car jugeant le délai trop court et les procédures très compliquées pour certains qui demandent un accomplissement pour permettre à tous d'être en règle. L'agence de la Caisse de sécurité sociale, sise sur la VDN, porte désormais le nom de Mansour Kama, une figure éminente du monde du travail. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, venu présider la cérémonie, et le président de la Caisse de sécurité sociale ont tenu à rendre un vibrant hommage à l'illustre défunt, suivant leurs propos qui ont été recueillis par Djibril Niane et Serignan. Social. Et cela revêt un caractère au-delà de la solennité, au-delà de l'émotion qui entoure cette activité. C'est la reconnaissance que ces institutions montrent à l'endroit de ces illustres personnalités qui ont marqué le monde syndical.
Voilà, maintenant, je pense que nous sommes dans une période où la jeunesse a besoin de repères, la jeunesse a besoin d'exemples. Je pense que des exemples comme Mansour Kama, au moment où nous parlons du développement de l'entrepreneuriat d'une manière générale, avec le développement des TIC, les startups, etc., c'est des gens, lui, il peut être un exemple pour cette jeunesse. Mansour Kama, nous avons été très jeunes à entendre leur nom, qui ont toujours impacté l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Monsieur Kama, que vous avez peut-être pas beaucoup connu, qui fut parmi les premiers Sénégalais à avoir créé une confédération des employeurs typiquement sénégalais. Il a contribué en tout cas à défendre l'entreprise et à défendre l'entrepreneur sénégalais. Ce qu'on appelle aussi le Tout le Sénégal a senti sa disparition, mais maintenant, je peux dire qu'il est réapparu. Contrairement à ce qui se dit sur le retrait des bases militaires françaises en Afrique, le président français Emmanuel Macron parle plutôt d'une volonté de la France à travers des négociations. Emmanuel Macron donc qu'il a fait savoir lors de l'ouverture de la cérémonie des ambassadeurs ce lundi, c'était à Paris, suivant ses propos. En Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et puis en bref, la réaction du Premier ministre Ousmane Sonko après cette sortie d'Emmanuel Macron qui n'a pas attendu le Premier ministre donc qui a pris le contre-pied du président français. Selon lui, en ce qui concerne le Sénégal, cette affirmation est totalement erronée et qu'aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle simplement de sa volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare également que, selon Emmanuel Macron, qui affirme qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France s'était déployée, qu'il poursuit en disant que nous constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Et puis enfin, c'était pour le Premier ministre le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de forces maltraitées et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Ce sont là les propos du Premier ministre Ousmane Sonko après la sortie d'Emmanuel Macron hier.
Et puis, nous enchaînons avec le round-up de l'actualité internationale en RDC. Le ministre de la Justice ferme sur l'application imminente de la peine de mort. Le garde des Sceaux a rappelé que si la RDC est déterminée à faire appliquer les peines prononcées, c'est seulement après l'épuisement des différentes voies de recours que la peine capitale est donc exécutée. En Guinée-Conakry, paralysée par une manifestation contre la prolongation de la transition, l'essentiel de l'actualité internationale avec Idrissa Fall. Actualité internationale en RDC, le ministre de la Justice reste ferme sur l'application imminente de la peine de mort. En République démocratique du Congo, Constant Mutamba a fait le point ce 6 janvier 2025 à Kinshasa sur la situation des membres de groupes urbains arrêtés et condamnés à mort dans le cadre de Zéro Kurunan de Ndobo. Opération menée conjointement ces dernières semaines par son ministère et celui de l'Intérieur. Le garde des Sceaux a rappelé que si la RDC est déterminée à faire appliquer la peine prononcée, à faire appliquer les peines prononcées, c'est seulement après l'épuisement des différents recours et appelle que la peine capitale est exécutée. En République démocratique du Congo, les autorités se disent déterminées à appliquer la peine de mort pour décourager le banditisme urbain qui sévit notamment dans la capitale, où la police mène une opération de traque contre les criminels, auteurs de vol, meurtres et autres formes de violence. Des procès ont été organisés à l'issue desquels des dizaines de jeunes ont été condamnés à mort. 11 procès ont été organisés depuis décembre, a affirmé le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Une centaine de jeunes membres des gangs dits Kulunas ont ainsi été condamnés à mort en première instance. En Guinée, la capitale Conakry, paralysée par une manifestation contre la prolongation de la transition. La capitale guinéenne a vécu une journée sous haute tension ce lundi 6 janvier. Bien qu'interdite par les autorités, une manifestation organisée à l'appel des forces vives de Guinée s'est déroulée à Conakry pour réclamer le départ de la junte au pouvoir depuis plus de 3 ans dans le pays. Selon un premier bilan, la répression de la contestation a fait un mort et de nombreux blessés. Plusieurs personnes ont été également arrêtées. Alors que des échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry, un premier bilan fait état du décès d'un jeune d'une vingtaine d'années, selon des déclarations faites par sa famille à la presse. Les autorités ne sont pas exprimées sur ce décès dont les circonstances n'ont pas été éclaircies. En Chine, plus précisément au Tibet, un puissant séisme survenu mardi dans la région himalayenne du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, a fait au moins 95 morts et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments, un tremblement de terre ressenti jusqu'au Népal voisin. Le séisme d'une magnitude de 6,8 a frappé le canton de Dengri, situé près de la frontière sino-népalaise, selon l'Agence nationale chinoise chargée des séismes. L'Institut d'études géologiques américaines a fait état d'une magnitude de 7,1. On démarre Retour en France pour parler du décès de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, est mort à l'âge de 96 ans ce mardi 7 janvier. Multiple candidat à l'élection présidentielle, il avait atteint le second tour en 2002 face à Jacques Chirac. Figure de l'extrême droite française, il s'est distingué tout au long de sa carrière par ses nombreux dérapages racistes et antisémites. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.